J'ai toujours la même émotion que celle des autres années, c'est-à-dire les 6 autres années qui sont passées, puisque ayant participé aux 7 éditions des journées de voix d'excellence pour le groupe Les Bulliards. Et c'est donc effectivement avec beaucoup d'émotion que je me tiens aujourd'hui devant vous. Les générations sont passées. Ceux qui étaient là il y a 7 ans sont aujourd'hui, je pense, en fin de parcours universitaire. Peut-être certains travaillent déjà. Et ça nous fait toujours autant de plaisir, de fierté, d'honneur que d'être présents pour partager avec les étudiants, en tout cas les futurs élèves, les élèves futurs étudiants, leur volonté de réflexion sur leur parcours futur et prochain. Donc nous avions effectivement développé un certain nombre de tables rondes qui concernent essentiellement les filières scientifiques, économiques, et rarement il y a eu ce débat sur des filières qui étaient pas en voie de disparition, mais en grand questionnement, c'est-à-dire que le journalisme, la littérature, être romancier, les métiers de pointe sont souvent remis en question en raison d'un monde qui est devenu de plus en plus mercantile, de plus en plus inclus dans une mondialisation et qui oblige beaucoup d'élèves à choisir la série qui serait la plus rémunératrice en termes de métier. Donc on réfléchit beaucoup plus rémunération métier que réflexion, passion par rapport au choix éventuel de notre série. Alors aujourd'hui, pour cette seconde table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir, et nous avons le plaisir d'accueillir en tout cas, 3 personnes qui marquent le territoire national en termes de profession par rapport aux domaines qui sont le leur, qu'ils vont nous présenter. Mais aussi, je suis bien heureux encore une fois de partager avec vous ces moments et que j'espère fructueux. Nous allons réserver donc une première partie du débat qui tiendrait à peu près 45 minutes et une seconde partie sera réservée à vous, à vos questions, à votre interrogation pour que nos éminents invités puissent y répondre. Je commence par donner la parole et présenter rapidement, avant qu'il ne le fasse avec détail, M. Bishvenani, éditeur, président, directeur général de Tariq Édition. Bonjour à vous. À ses côtés, M. Abdelwahid Montassil, qui est architecte urbaniste et qui partagera effectivement cette... Puis M. Khalid Houri, qui est directeur de la recherche éditorialiste justement et quotidien Sabah. Bonjour et bienvenue. Alors nous allons commencer par un premier tour de table. Votre métier, votre personne, votre parcours, quels accidents, quels heureux accidents, quelles coïncidences, quel changement de cap, comment vous avez pu commencer et comment aujourd'hui vous entreprenez effectivement votre métier. Monsieur Bishvenani, peut-être, que vous souhaitez. Pour cette initiative qui est très louable et qui est très intéressante. Je vous remercie tous d'être présents ici et je vous souhaite surtout une excellente carrière qui vous passionne un petit peu dans ce que vous faites. Très rapidement, je suis plutôt économiste de formation, diplômé de la faculté de sciences économiques Siècle-Lerné, Aix-en-Provence, hein, c'est vieux. Mais j'ai commencé dans les assurances et les banques. J'ai créé un bureau d'études en informatique et système d'information que j'ai dirigé pendant plus de 20 ans. Et puis peut-être par passion, pour apporter quelque chose d'autre, de différent, je me suis lancé dans un métier qui est très peu connu au Maroc, qui est très peu connu et très peu suivi, mais qui est passionnant, qui est l'édition. Je parlerai plus tard, tout à l'heure, de ce que c'est que l'édition, mais je peux vous dire que c'est un peu une espèce de vocation. Après avoir tourné dans plusieurs métiers, c'est quelque chose dans lequel on peut s'épanouir, on peut trouver son équilibre et on peut apporter quelque chose au pays autre que tout ce qui est, comme ça vient d'être dit, tout ce qui est mercantile. Je crois qu'il y a quelque chose qui est important, c'est la création d'idées, la richesse que peut apporter l'édition et que peut apporter la littérature et que peut apporter la culture de manière générale. Je m'arrête là parce que sinon après ça irait très loin, mais je suis tout à fait disposé à répondre à toutes vos questions et à vous dire comment l'édition peut passionner et peut apporter surtout beaucoup de choses, aussi bien à soi-même qu'au pays, et comment on a pu apporter effectivement des tas de choses à ce pays à travers les livres qu'on a édités. Merci à vous. Merci beaucoup. À vos côtés, M. Abdelwahid Montassil, qui est architecte urbaniste, jeune certainement dans le métier. Sous quels aspects se présente ce métier-là? Quelles sont ses responsabilités? On va parler tout à l'heure de responsabilité de l'architecte à dessiner sa ville, à concevoir son espace de vie. De quelle façon vous l'entreprenez? Bon,
Donc moi je suis très content d'être devant vous. Je suis diplômé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 6 ans, 7 ans, j'étais à votre place. Et j'aurais aimé avoir une introduction au métier possible, comme vous l'avez aujourd'hui. Donc je tiens à remercier le groupe Elbilia d'organiser cette conférence. Donc je suis architecte, j'ai étudié en France, j'ai travaillé en France pendant 2 ans et je suis rentré il y a maintenant 3 ans ici au Maroc pour rejoindre l'entreprise familiale. Je travaille avec mon père. Et ce que je peux vous dire sur l'architecture, c'est que c'est un métier qui nécessite énormément de passion. C'est un métier qui est difficile parce qu'on a une responsabilité, comme le dit M. Talatcha, qui est assez grande. C'est un métier transversal dans le sens où il regroupe plusieurs disciplines différentes. On a un peu tort, on fait l'erreur de croire que l'architecture est un métier artistique, mais en réalité, il mêle aussi bien l'art que la technique. Il y a beaucoup de techniques, il faut savoir comment ça tient, un bâtiment, comment il fonctionne. On aura l'occasion de développer. Parfaitement, exactement. Merci beaucoup. Alors, monsieur Khaled Harry, vous êtes journaliste, vous êtes éditorialiste par rapport au journal, directeur de publication. Un métier dangereux, un métier difficile aujourd'hui, un métier qui se crée un chemin dans un monde digital, dans un monde où l'information aujourd'hui est très généreuse, très disponible, et où les responsabilités sont devenues extrêmement diluées. Dans quelle conception vous définissez encore votre métier et quel est votre parcours, en tout cas en tant que journaliste? أولا أشكركم شكرا جزيلا لقد فتحتم لي الفرصة أن أكون الآن بينكم. أنا خريج جامعة القاهرة حقوق، أستاذ كنقري في كلية الحقوق ديال المحمدية، كنقري في المعهد العالي للصحافة والتواصل. مهنة الصحافة ولجتها منذ سنة 1988، يعني سميت بمهنة المتاعب. هناك من يسميها بمهنة المتاعب وهناك من يسميها بصاحبة الجلالة. يعني القيمة ديال المهنة القوة ديالها في المجتمع. يعني تنقل الأخبار، تأتي بالخبر، هناك متاعب، هناك مشاكل، هناك يعني الحق في الوصول للمعلومة إشكالية. ما تعرضنا له خلال مجموعة من الإكراهات، خلال مجموعة من المقالات، خلال مجموعة لا في المغرب ولا في القاهرة. على فكرة أنا اشتغلت في القاهرة في جريدة الأهرام واشتغلت في الصباح المغربية. يعني كتشتغل في الوطن العربي كتؤمن خريج كلية، تؤمن بالحرية، حرية التعبير، لكن تصطدم بالواقع. الحرية اللي كنقراوها في الكتب ماشي هي اللي كنشوفها في الواقع. يعني هنا غنحاول نشرح لكم مجموعة ديال الأمور، مجموعة ديال المشاكل اللي عشناها وغنعيشوها. والآن كنقول لكم مهنة راه ماشي فيها الطابي روج، فيها مشاكل كثيرة ولكن فيها قوة كثيرة للمجتمع. لا يمكن أن نرى مجتمع، خاصة دابا الآن في العولمة، في الديجيتال، يعني في الوسائل، في الصحافة الإلكترونية، ما بقاتش الصحافة الورقية. ومن 15 سنوات بلا على تقدير ما تبقى الصحافة الورقية. يعني المعلومة توصل أبعد نقطة في العالم ما بقاتش عندها حدود. لكن اش المعلومة غنوصلوا؟ شكون اللي غنوصلوا؟ كيفاش الخبر غادي يوصل؟ واش باللغه العربيه، واش باللغه الفرنسيه، ولا باللغه جديده اللي ولا كنشوفوها دابا في لي ميساج وفي الواتساب؟ يعني اللغه الجديده اكتسحتنا ما عرفناهاش كيفاش كنتكلموا في ما بيناتنا. اللغه ما عندهاش قواعد. يعني واش افتقدنا الاصل، افتقدنا القواعد. هذه مجموعه ديال الامور ان شاء الله في النقاش غنطرقوا لها بشكل كبير. شكرا لكم. شكرا استاذ. Votre domaine, le domaine de la littérature, du livre, de l'édition. Nous savons que les chiffres sont assez décevants pour le Maroc, nous lisons très peu. J'ai envie de rappeler qu'un Marocain moyen devrait lire, ou en tout cas lit, moins de 3 minutes par an si on soustrait la presse, etc. Dans quel état d'esprit peut-on encore dire à ces jeunes de choisir ces voies littéraires? Dans quel état d'esprit, dans quel combat peut-on s'intégrer si on intègre justement une école qui formerait, ou en tout cas une orientation qui ouvrirait vers le domaine littéraire? Légitimement, les chiffres qui sont donnés en disant 3 minutes de lecture par an, etc., je crois que c'est quelque chose qu'on peut balayer rapidement. Il y a des livres qui sont qu'on a vendus, nous, à 80 000, 100 000 exemplaires. C'est le cas étonné tout le monde, hein, qu'un livre puisse apporter, puisse être lu à ce point-là. Donc forcément, le chiffre qu'on peut dire de 3 minutes, 5 minutes,
du n'importe quoi, si je peux le dire. Mais en tous les cas, dans tous les livres, dans la mesure où vous apportez quelque chose aux gens, dans la mesure où vous les enrichissez, ils sont lus. Moi, je dis toujours que le Marocain ne lit pas, lit, mais il ne lit pas n'importe quoi. Je crois que, bon, à partir du moment où on a la qualité qu'on lui amène, et on trouve le lecteur. Il suffit de respecter l'autre, de respecter le lecteur, pour qu'il respecte également ce que vous lui savez. Pourquoi l'édition? L'édition, c'est une espèce d'ouverture d'esprit, aussi bien pour soi-même que pour le lecteur, que pour la société. Je crois que c'est quelque chose qui enrichit la société, qu'on n'a pas encore compris réellement à quel point on en a besoin. On en a besoin pour il n'y a pas de développement économique sans développement culturel. Hein. Je crois qu'on pourra discuter tout à l'heure de l'industrie culturelle qui est absolument nécessaire dans ce pays. Il y a un manque terrible au niveau de l'industrie culturelle. Il est vrai que c'est quelque chose qui ne rapporte pas autant qu'un certain nombre d'autres métiers qui sont aussi très bien, mais c'est quelque chose qui apporte à soi, qui enrichit soi-même, qui enrichit le public. Moi, je peux vous dire que on a eu des livres qu'on a vendus à 20 000, 30 000, 50 000 exemplaires. C'est toujours un plaisir d'aider. Il y a une volonté d'expression chez les uns et les autres qui est énorme. Il y a un désir d'écrire qui est très grand. Et l'éditeur, à ne pas confondre avec l'imprimeur, l'éditeur travaille sur le texte avec l'auteur. Il travaille sur le texte avec l'auteur. Il fait d'abord le choix du texte qu'il va éditer. Et lorsqu'il embrasse ce texte, il se lance avec l'éditeur, avec l'auteur, dans un travail qui peut durer des années, un travail aussi bien au niveau de la réécriture du texte que du choix, des mots, etc., que de sa morphologie générale. Et par la suite, il travaille sur ce texte pour la promotion de ce texte, pour le faire connaître. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, dont on a encore besoin. C'est-à-dire qu'un livre, je le dis toujours, c'est un peu comme un bébé. Une fois qu'il est fait, on met souvent 9 mois également pour le sortir, entre le travailler, etc. Et une fois qu'il est sorti, ben, il faut le soigner, il faut être à côté de lui tous les jours, tous les soirs. Il faut lui donner un espèce de biberon régulièrement tous les jours pour l'alimenter, pour le faire arriver à tout le monde. C'est quelque chose de passionnant dont je peux vous parler plusieurs heures, mais en tous les cas, ça aide également certains auteurs à s'exprimer. Vous savez ce qui fait la richesse, par exemple, d'un pays comme la France, c'est pas tellement la Tour Eiffel ou les Champs-Élysées, etc. C'est un petit peu tous les auteurs qu'ils ont eus. C'est du Victor Hugo, c'est énormément c'est tous les auteurs qu'on peut citer, Diderot, etc. Justement, si je me dis, vous arrivez à un point qui est important. Effectivement, il y a des pays qui ont des références. La France par rapport à ses auteurs, l'Égypte aussi, beaucoup de pays. Qu'est-ce qui fera aujourd'hui que l'on retrouve éventuellement cette capacité, cette passion à faire renaître la littérature, l'amour d'écrire, l'amour de lire, et puis surtout l'esthétique de la langue, au vu d'un mercantilisme aujourd'hui qui est presque vulgaire par rapport à l'esthétique même de nos langues, quelles qu'elles soient? Il y a deux choses. D'abord, il y a une chose qui est absolument fondamentale, c'est trouver en face de soi un public intéressé. Vous êtes de futurs grands lecteurs, j'en suis convaincu. Parce que vous allez sortir de là et vous allez vous jeter sur un livre parce que le livre vous permet de voyager, vous permet de découvrir des tas de choses et permet surtout d'ouvrir un imaginaire. Et ça, c'est important pour le pays, d'ouvrir un imaginaire. Les pays les plus développés, qu'on considère par exemple, si on voit les pays scandinaves par exemple, c'est des pays où les gens lisent jusqu'à 30, 40 livres, 50, 60 livres par an. C'est cette richesse-là qui fait que la Norvège, la Suède, la Finlande, etc. Sont des pays très développés, où on respecte l'autre, parce que la lecture nous apprend également à respecter l'autre. Merci beaucoup, Monsieur Luche. On va revenir bien sûr sur certaines limites et autres avantages de ce métier-là. Je m'adresse maintenant à Monsieur Moutassir par rapport à votre métier d'architecte. D'abord vos débuts, votre conviction et aussi sur quelle base se consolide ce métier, quelles études, quels prérequis faut-il avoir pour l'entreprendre? Alors,
qu'est-ce qu'un bon architecte? Il faut bien sûr être très curieux, parce que c'est un métier. Bon, à l'école, on apprend la théorie de l'architecture, on apprend pendant 5 ans, les études durent 5 ans, donc licence master. On apprend les outils de base. On commence par le dessin, parce qu'il faut savoir dessiner pour pouvoir exprimer ses idées, son imagination. Mais par contre, c'est uniquement avec la pratique, en pratiquant le métier, qu'on continue à apprendre et à se former. Parce que c'est un métier très complexe, en 5 ans c'est vraiment pas suffisant. On continue à l'apprendre en l'exerçant. Et justement par rapport aux écoles que vous avez pu effectivement fréquenter, qu'est-ce qu'il fallait comme spécialité, quelles difficultés aussi par rapport à votre parcours? Moi j'ai eu l'avantage d'avoir un père qui est architecte. Mais pour ceux qui n'ont pas cet avantage-là, moi je vous conseille, si vous voulez faire de je ne sais pas si vous êtes intéressé par ce métier, mais si vous voulez faire de l'architecture, faites des cours de dessin, commencez par des cours de dessin et lisez. On se rejoint. Oui, il y a déjà une connexion par rapport à la lecture. J'en profite pour reparler à Khalid Hawali. Justement, vous avez parlé d'un point important concernant la presse, ce quatrième ou ce cinquième pouvoir, comme on veut le définir. On en a besoin pour avancer, on en a besoin pour rendre des comptes. Justement, est-ce qu'il est encore aujourd'hui utile de s'adonner au domaine de l'après-journalisme? Et aussi, quels sont les prérequis? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on peut dire pour ces élèves-là qui rêvent de ce métier-là peut-être, pour justement l'entreprendre? أكد شيء مهم هي القراءة. أي صحفي ما يمكنش يكون صحفي إلا ما كانش كيقرا الرواية. البوك خصك دائما تبوك لي امبوسيبل باش يكون صحفي وما عندوش واحد الخيال نهائيا. يعني أي واحد هذه المهنة مهنة جد نبيلة وشريفة، خصها مجموعة. يعني كاين مجموعة ديال المؤسسات في المغرب وخارج المغرب، يعني حتى الإمكانيات في الصحافة الإلكترونية مهمة بزاف. وكاينه قله، ماشي قله، نقدر نقول لكم كاينه ندره ديال الصحفيين في المغرب. لان باش تكون صحفي ماشي اي كان يكون صحفي. كنعاود نركز، اهم شيء في المهنه هي القراءه. يعني الصحفي يجب ان يكون مطلعا عالما يعرف كل شيء، او حتى في تخصصه. مثلا الصحفي اللي يكون في الصحافه الاقتصاديه او في الصحافه الاجتماعيه او في الصحافه اللي في دفاع الحوادث او في الرياضه، يعني خصو يكون متخصص. المفروض فيه انه هو العين ديال المواطن، كيشوف داكشي اللي خصو يشوفو المواطن، يكون يعني مؤرخ اللحظه. الصحفي مؤرخ اللحظه، ما يراه ينقله للقارئ. كيفاش غنقولوا للقارئ الا كان عنده ضعف في التكوين في اللغه، الا كان عنده ضعف في التكوين في الامكانيات على المستوى تصوير الشيء. لان الصحفي كيعطيني المقال على شكل طابلو، لوحه فنيه فيها المصنفات البديعيه، فيها الجمل القصيره. يعني ما يمكنش اي واحد يعطينا هذا الكلام دون ما يكون كيقرا وكيقرا بنهم. اللي كنقول لك القراءه بنهم، يعني خصك على الاقل 5 6 روايات في الشهر. هذا هو الزاد للصحفي. يجب ان يكون متكونا في اللغه، يجب ان يكون خياله واسعا. ماشي كنقول لك لا الصحافه ما غديرنا، كدار الصحافه وقوه الصحفي والتكوين ديال الصحفي في القراءة ديالو. القراءة يجب أن يكون عالما بكل شيء. أنا لا أقول أن الصحفي يجب أن يكون إنسان موسوعة، الإنسان الموسوعة ما بقاش، ولكن عنده الأبجديات ديال جميع الأمور. عندما نتكلم في السياسة نجد في السياسة، نتكلم في المجتمع، نتكلم في الرياضة، يعني الحد الأدنى يجب أن يكون لهذا الصحفي. ولذا يعني أنتم الآن في مفترق الطرق. الآن أنا فكرتوني كنت في بلاصتكم في 1986 بكالوريا 86. يعني ملي كانت البكالوريا باقا بكالوريا، والآن الأمور كلها ولات يعني في المتناول. القوة ديالكم احنا كنا كنمشيو كنصوروا الأوراق، الآن كلشي عندكم باغ انترنت. كنصحكم هنايا راه أسوأ من ياخذوا الطالب ياخذوا من الانترنت. خذوا الأمور من الأصول ديالها، من الكتب. الانترنت شري منه كتاب ماشي مشكل، لكن ما تقراش فيه، ما تاولش عليه سوغ لابون سيونتيفيك. في الابحاث العلميه ما عمر الانترنت كانت تكون في الهوامش. دائما خذ الكتاب من المصدر ديالو. Justement, si Khalid, je voudrais donner la parole juste dans quelques secondes. Justement, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont perdu le sens de la source.
et ils sont sur des sources réseaux sociaux. Je l'ai vu sur Facebook, on l'a lu sur Facebook. Facebook a dit, c'est devenu le, entre mille guillemets bien sûr, le nouveau métier du monde. Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une crainte par rapport au métier? Cette digitalisation, est-ce qu'elle n'est pas en train de nuire au métier noble de la presse, de l'investigation, de la recherche de la vérité? يعني أي إنسان يمكن أن يكتب خبرا على عواهنه، يطلق أي خبر مهم بلا ما يتأكد منه في الفيسبوك. ما كاينش رقابة، لا الرقابة ديال مصدر الكلمة أو مصدر المقال أو حتى القراء، يعني اللي با فيابل لأن السورس ديالو ما يمكنش تاع الفيسبوك. شكون اللي كتب؟ حتى من الناحية العلمية وحتى من الناحية الأدبية ومن الناحية الأخلاقية كاين شي حاجة سميتها ليتيك، أخلاقيات. واش غادي نتيق في واحد كتب وما عرفش المصدر؟ ممكن واحد يمشي لواحد الصبغه اللي مريح فيها ويكتب اي حاجه، يخلق واحد الصفحه ديالو اللي هي وهميه ما كايناش ويكتب فيها اي حاجه بغا. واش حنا من الناحيه العلميه او حتى من الناحيه المهنيه هل يعتد بما ينشر؟ طبعا لا يعتد، لكن هذا الخبر يصنف في اصناف الاشاعه، لان الخبر وكتابه الخبر له مقوماته. اولا المصدر، يجب ان يكون المصدر معلوم لا مجهول. باش يكون المصدر معلوم خصنا ناخذو برومييرمان، يعني ماشي غناخذو على درجه ثالثه ولا رابعه، العنعنه. حتى نقدر نقول لكم واحد المساله بسيطه في الاحاديث. في الاحاديث النبويه هناك الاحاديث تصنف الى انواع. هناك الحديث الصحيح هو ما روي عن البخاري والترمذي ومسلم، وهناك الحديث المتوسط، وهناك الحديث الهزيل. شنو هو الحديث الهزيل؟ الحديث النبوي الهزيل هو الذي تكثر فيه العنعنه عن فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يعني ملي كتولي 3 4 5 الناس لافورماسيون كتنقص، كل واحد كيقول غير اخبار دابا نشروا عليه بنا توصل 5 ما غتبقاش كيفاش خبرتها انا، ما كيفاش عاودت انا المصدر. يعني دائما اركز عليكم ان تاخذوا الاخبار من مصادرها. وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبه للصحفي تكون بدايه خبر. انا ملي غنقرا شي حاجه في جاني الواتساب فيسبوك ولا كذا تكون عندي بدايه خبر. شنو خصني ندير؟ خصني نتحقق منها. شنو هي ادوات التحقق؟ يجب ان ابحث في المصدر. مثلا قيل لي ان فلان مات، سهل كتصل بفلان، ما غناخذش ان فلان مات ونتبعها، او ان فلان وقع له ما وقع، ان فلان تعرض. دائما خذوا الاخبار من مصادرها الحقيقيه لا من وسائل التواصل التي قد يكتب فيها بعض الاشخاص بهدف اساءه الى اشخاص اخرين، وليس الهدف هو ايصال الخبر ولكن الاساءه. يعني هنا ولينا في واحد الصحافه ديال الاشاعه وصلت لواحد الدرجه كبيره في الايام ديالنا. يعني الصحافه مهنه نبيله، يجب ان تاخذ المصادر من اصولها لا من مصادر هدفها هو اثاره الاشاعه والبلبله. شكرا سي خالد الحوري. Je reviens à vous, monsieur Bichbenani. C'est quand même compliqué aujourd'hui de parler aux jeunes et de leur expliquer les vertus de métier littéraire. Nous sommes aujourd'hui amenés à le faire. Quels sont les arguments les plus forts que vous avez présentés pour que des jeunes comme ceux qui se présentent devant nous soient capables de choisir des voies, des écoles éventuellement qui formeraient vers ces métiers de l'écriture? Dans le métier du livre, il y a énormément de choses. C'est une chaîne. C'est une chaîne entière qui va de l'auteur jusqu'au lecteur, en passant par l'éditeur bien sûr, en passant par l'imprimeur, en passant par le distributeur, en passant par le diffuseur. Donc c'est vraiment une large chaîne avant d'arriver aux bibliothèques et aux librairies et aux lecteurs. Ça, c'est une large chaîne. Donc vous faites partie d'une famille très large qui au Maroc n'existe pas encore. Donc c'est pour ça que je peux pousser un peu à la... qui a tout son avenir au Maroc, parce qu'elle est balbutiante en quelque sorte. Donc c'est un métier qui est appelé à se développer. On ne peut pas concevoir une vie ou un pays sans lecture, sans livre, sans... Ça serait trop triste et ça serait catastrophique. Hein, ça serait catastrophique. Donc je dirais que c'est aujourd'hui, d'abord c'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant parce qu'on est tout le temps vers des choses nouvelles, on est tout le temps vers des créations, on aide à la créativité, on aide à l'intelligence, on aide à l'ouverture d'esprit. Et c'est un métier qui apporte énormément de choses à celui qui le fait. Et c'est un métier plein d'avenir dans la mesure où aujourd'hui,
quasiment presque très faible au Maroc. Donc c'est vraiment, si vous voulez vivre des passions, je ne peux que vous encourager, parce qu'il y a dans le livre, il y a des exemples de réussite extraordinaires. Quand vous prenez par exemple des langues qui ont connu vous prenez un Charlot, par exemple, Edmond Charlot en Algérie, vous prenez un Maspero en France, vous prenez un Gallimard. Il y a des expériences très intéressantes et très riches d'éditeurs qui ont commencé avec rien du tout, et qui aujourd'hui, pour certains du moins, sont à la tête de plusieurs milliers de livres, et c'est une richesse comme il y en a très peu. Merci beaucoup. Monsieur Moutassel, en tant qu'architecte, quelles difficultés aussi vous vivez dans votre domaine? En plus, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes jeune dans le métier aussi. Quelles difficultés d'insertion? Est-ce qu'on a besoin d'avoir, comme vous l'avez dit, une famille d'architectes pour exister, ou est-ce qu'on peut effectivement connaître une vraie mobilité sociale au Maroc? Ouais, effectivement, c'est un avantage d'être dans une famille d'architectes. Maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'un architecte est accompli à 40 ans. Donc, quand si vous choisissez l'architecture, vous allez travailler pendant une vingtaine d'années, pendant 10-15 ans, avant de commencer à pouvoir exprimer vos idées, exprimer votre imagination, et avoir l'occasion de le faire. Parce que pour pouvoir construire, il faut déjà avoir construit. Et c'est là où c'est compliqué. Il faut avoir l'opportunité, c'est une question d'opportunité. Merci beaucoup. Khalid, j'aimerais revenir avec vous sur certains points. Aujourd'hui, le monde de la presse, honnêtement, connaît des moments difficiles. Il y a des lois qui sont promulguées qui tentent quelque part à réduire la liberté de la presse. Comment peut-on justement, dans ce cadre très difficile aujourd'hui, par rapport aux journalistes, encourager, alimenter? Que dites-vous à vos étudiants justement au niveau de l'école de journalisme? أهم شيء هو احترام القانون. احترام القانون هو أهم شيء بالنسبة للصحافة. أنا عندي حدود، عندي خطوط حمراء ديالي أنا الشخصية في الأخلاقيات، في المهنة، في نقل الخبر. يعني نقل الخبر كيفاش غادي نتبعو؟ كاين ميثاق شرف أو ميثاق أخلاقي ما بين الصحفي والمؤسسة اللي يشتغل بها. ما كاينش القانون ديال الدولة، كاين قانون كوني أقوى من القوانين الوضعية. يعني عندما أكتب على فلان أو على قضية معينة يجب أن أكتب عليها وألم بجميع جوانبها. ما يمكنش نقول كلام على عوائنه بلا ما نتأكد منه ونقول أنا صحفي خص يحميني القانون. ما عنديش حصانة. الحصانة عندي هي احترام القانون. يعني الرأي غنجبد عندي واحد السيد غنكتب عليه مقال، الرأي والرأي الآخر. أقوى ما في الصحافة ناخذ الرأي والرأي الآخر. القاضي عندما يمثل امامه المتهم هو اخر من يتكلم، من حقه يقول شنو كاين. وعندما اتهم انا الشخص، يعني في الصحافه اللي كنشوفوا ممكن يتهم اي واحد يقول لك لا انا صحفي ندير اللي بغيت، لا اوصيكم كاين فيكم اللي غادي يولي صحفي ان شاء الله، وكاين فيكم اللي غادي يولي صحفيه. اهم شيء هو ناخذ الخبر من المصدر ديالو، واهم شيء هو ان نتصل باي مصدر مهم حتى في غياب معطيات تكون غير دقيقة، نحاول نخدم أكثر من مصدر. كاين قانون ديال وصول المعلومة لكنه قانون ولد ميتا باش توصل المعلومة. بالنسبة لي صحفي عندي جريدة يومية خاص نصدر يوميا بشكل مستمر، ما يمكنش نتسنى واحد المصدر 5 أيام و 6 أيام لو طون اللي غادي نتسناه، ولكن خصني دائما نحاول نوفق ما بين ما يطلبه القارئ لأنه زبون، وما بين الأخلاقيات، وما بين الميثاق الشرعي. ماشي الميثاق الشرعي، الميثاق الشرعي نديرو مع المجتمع، لأن قوتي فين كاينة؟ قوتي ما بيني وبين المواطن. إذا قلت لي اليوم خبر كاذب أو خبر زائف أو أسأت إلى شخص، المرة الجاية ما يبقاش يتعامل معايا، لأن في الأصل المهنة هي كلها أخلاقيات وقيم. اللي ما عندوش أخلاق وقيم ما يقدرش يكون صحفي، واللي يكون صحفي غير ناجح. هذا هو دائما كنعاود نكررها، نقل الخبر من المصدر بشكل رئيسي مهم، والركوب مود لانفورماسيون، يعني نحاول ناخذ الخبر لاكثر من شخص، لان غتسول هذه واش وقعت ولا ما وقعت،
كاين ممكن شي واحد يقدر يتصل في التليفون يقول لك وقعت واحد الواقعه اللي هي وهميه، غير هو حاول يكتشفها من راسو، اذا الا تبعتيها غتمشي في الخطا. دونك حاول اهم شيء سي الكونفور دافورماسيون، ناخذ الخبر على اكثر من مصدر. وشكرا. Merci beaucoup, Shukran Si Khalid. Justement, dernier tour de table pour nos invités. Après, on vous donnera la parole pour poser des questions. Je pense que vos questions vont être précises concernant les écoles, concernant le profil, concernant les aspects que pourrait effectivement porter le candidat. Monsieur Benani, dernière question par rapport à ce tour de table, et ça sera la même pour nos trois invités. Justement, quelle passion devrait-on lire en ces candidats? Quel peut être votre choix de profil? Comment vous désignez le profil du littéraire par rapport à vous? Je crois qu'il y a quelque chose qui est à la base de tout, c'est la curiosité. Mais la curiosité vous est nécessaire. Quel que soit le métier que vous allez exercer, il faut être très curieux autour de vous. Il faut se poser des tas de questions. Et par la suite, il faut vivre cela comme voulant apporter quelque chose aux uns et aux autres, à ce pays, une espèce d'ouverture, un développement de l'imaginaire qui est indispensable à l'évolution et de soi-même et du pays. Est-ce que le digital aujourd'hui permet d'alimenter, d'améliorer ce côté innovation, ou est-ce qu'au contraire il le paralyse? Non, d'abord le digital en termes de lecture a pris très peu au Maroc. Au Maroc, par exemple, on peut dire qu'il y a 1%, 2% qui lisent au niveau du digital. Je parle en termes de livres et de romans et de littérature. On ne peut pas lire un roman à travers sa tablette. J'en fais bien sûr, mais les chiffres sont très peu. Aux États-Unis, ça a pris un peu plus, on est autour de 10%, mais en Allemagne, par exemple, en France, on est à 5% du digital, donc c'est très faible. Cela étant, je dis toujours qu'à la limite, peu importe que ce soit sur le digital ou sur le papier, l'essentiel c'est de lire, c'est de développer. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est fondamental dans votre avenir, c'est celle de vouloir progresser d'année en année, de vouloir aller de l'avant. Et le livre, la lecture, la culture de manière générale, vous permet d'aller de l'avant. Là, vous êtes un promoteur culturel, c'est-à-dire que non seulement vous servez les autres, mais vous vous servez vous aussi. Donc vous avancez tous les jours. Moi, je le reconnais, j'ai exercé beaucoup de métiers au préalable, dans le passé, siècle dernier, etc. Mais aucun ne m'a apporté autant de satisfaction que celui de l'édition, parce qu'il y a une ouverture vers l'autre, il y a un apport permanent, il y a une richesse permanente qui vous vient de l'échange, du fait que vous travaillez quelque chose, que vous servez à tout le monde, que vous servez au pays. Et lorsque je rencontre quelqu'un le matin, par exemple, qui se met à me maltraiter, etc., je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu m'as fait passer une nuit blanche. Moi, je ne t'ai pas appelé la nuit, moi, je te dis que j'ai pris ton livre, tu viens de sortir, j'ai pas su lâcher que le matin. Je suis très content. Je lui dis, je suis très heureux d'avoir fait passer une nuit blanche. Et effectivement, c'est une joie qu'on ressent, c'est une joie énorme de voir qu'on a servi du bonheur. Vous servez du bonheur. Vous servez du bonheur, en tant qu'éditeur, vous servez du bonheur, vous apportez un plus à l'architecte, apporte un confort dans la ville, dans soi, etc. Et l'éditeur apporte un confort personnel dans l'esprit. Je rebondis sur la passion que vous avez développée, Sylvie Benani, justement, cette passion qui doit être commune à tous les métiers. Je rebondis par rapport à Simon Tassel, justement, vous avez aussi à développer des vocations, un intérêt, quel profil pour cet architecte de demain, et surtout quelle responsabilité pour l'avenir pour des villes marocaines qui sont en transformation et qui souffrent aussi d'un foncier de plus en plus rare. Tout d'abord, qu'est-ce que l'architecture, qu'est-ce que fait l'architecte? L'architecte, il crée des lieux de vie pour la société, il crée des écoles comme celle-là où vous allez étudier, où les enfants étudient, il crée les logements dans lesquels vous habitez au quotidien, les théâtres dans lesquels vous allez vous amuser, les stades, etc. Donc comme l'a dit mon collègue, c'est un métier d'intérêt général qui est là pour apporter du bonheur aux citoyens. C'est-à-dire,
l'architecture a un impact direct sur le ressenti des citoyens quand on vit dans un bel appartement, dans un logement très petit, qui est bien fait, qui est lumineux, qui est ouvert sur l'extérieur, etc. On vit mieux, on est plus à l'aise. Bien, merci. Dernier mot, si Khalid Houli, justement. Là, encore une fois, quelle passion, quelle vocation, quel profil, avant de donner la parole à nos élèves, à nos futurs étudiants, pour le choix, pour la réflexion sur le profil et sur leur métier d'avenir. أحسن نصيحة لكم هو أن طرح السؤال الحدود ديال التفكير ديالكم تكون الحدود ديال السماء، ما عندكمش حد كيفاش غتفكر. فكر إلى أقصى الحدود. طرح السؤال علاش هادي بحال هكا، علاش ما تكونش بحال هكا؟ لأن في طرح السؤال ممكن ما تكونش الإجابة، ممكن يكون إجابات، يكونوا إجابات مقنعة أو غير مقنعة، المهم كتريح كتحيد واحد الهامش ما كيبقاش يعني كيوضح اكثر. ما توقفوش على دروسكم وتقولوا لا هذه حشومه ما خصهاش نسولوها ولا هذه ما خصهاش تكون، راه ما يمكنش تزيدوا قدام الا ما كانتش الحريه ديالكم في التعبير حدودها السماء. شرط احترام الاخر، احترموا الاخر، لكن طرحوا اي سؤال يتبادر الى الذهن، سواء تكون صحفي، سواء تكون مهندس، سواء تكون اعلامي، كاتب، كيف ما بغيتي تكون، باش تطرح السؤال اي حاجه. شنو هي هذه؟ علاش بحال هكا؟ علاش ما تكونش بحال هكا؟ سي بوز لا كيسيون كنقول علاش هذه بحال هكا. اما ان اخذ الشيء كما اعطوه اياه نقبل بواحد الوضع، هذاك هذيك هي العدميه. وهذا اللي كنعاني منه في المجتمع، كل واحد كيقول لك صافي خليه يسلك، علاش هذه دايره بحال هكا؟ لا صافي، علاش هذا القانون؟ ما عندناش واحد القدره باش نطرح السؤال لماذا كان هكذا ولماذا اصبح هذا هكذا. يعني طرح السؤال والتشبت بالاجابه كيف ما كانت. ممكن اليوم ناخذ اجابه غير مقنعه وغير مشفيه، ودون 2 3 ناخذ اجابه مقنعه ونهائيه. دائما يجب ان لا نقبل بالوضع كما هو او كما اعطوه ايانا، يجب ان نبحث ونبحث حتى ذاك الاخر، حتى اللي كيتبعني ولا كيعرفني جو بوز توجور دي كيستيون. الوغ شنو كيقول؟ ما يمكنش نعطيه خدمه كيف ما كانت، خصني تكون عندي خدمه فيها واحد النوع من الاتقان، لان هذا ملحاح. ويجب ان تعلموا شيئا، ان الله عز وجل يحب العبد الملحاح. دائما الحوا وطرحوا الاسئله ولا تتوانوا. اي واحد ما يمكنش الا عطيتي اليوم هذا الكاس، علاش هذا الكاس بحال هكا؟ لكن خصو يكون بحال هكا. الوغ ملي كنطرح هذا السؤال، حتى ذاك السيد اللي غادي يصنع هذا الكاس وغادي يعطيه ليا، حتى هو غادي يبقى يطرح السؤال ويقول ما يمكنش نعطيه اي حاجه راه ما يقبلهاش. كونوا دائما تلحون في الشيء، ومن ألح في الشيء أعانه الله عليه. وشكرا. Shukran, c'est Khalid Houli, justement. Merci à tous nos intervenants. Nous arrivons à la fin, effectivement, de cette table ronde, mais d'abord cela, on va prendre une vingtaine de minutes pour écouter vos questions, vos interrogations. Je pense qu'il y a déjà des bras qui se lèvent, et ça me fait plaisir parce que je sais que les jeunes évitent de prendre la parole en premier. Bon, je vous donne la parole. On va procéder comme cela, ça va être préférable. On prend 3-4 questions. Nos invités répondront en fonction de leur formation et leur métier, et après on reprendra les 4 autres. Allez-y, Marseille. Bonjour. Je vais inviter que vous leviez, vous présentez, et comme ça on est. Bonjour, je m'appelle Hayat Tahou, je suis une étudiante en terminale, je viens de lycée Khamsa, et ma question, ça sera pour Monsieur Khalid Houli. Monsieur Khalid Houli, j'aimerais bien savoir les procédures pour accéder au معهد العالي ديال الصحافة. Et aussi que انا بغيت ناخذ صحافه كميتي، واش هذا الميتي زعما عنده ابعاد نقدر نعيش بها ابخي، حيت كيف ما قلتي لينا كو الصحافه من هنا لقدام ديسي 10 ou bien 5 ans ما تبقى الصحافه مكتوبه، كيف غتعاودها صحافه الكترونيه ولا صحافه من قابل واحد اخر اللي تقدر تنبع. يعني غادي يكون الصحافه الالكترونيه كيف ما كنعرفوا انا ما كنتيقوش فيها بزاف. انا بيرسونيلمون ملي كنقرا شي حاجه في الانترنت سي با لا ميم شوز اللي قريتها في جورنال ولا سمعتها في التلفزيون. Merci. Merci Mazen, merci beaucoup pour votre question. Une autre question s'il vous plaît, juste derrière vous, la rangée derrière, voilà. Ce micro aussi. Merci, bonjour à tous, je suis Hiba Sami, je suis élève ici à Emilia. Et ma question, elle est dirigée vers un peu tout le monde, on va dire.
c'est qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'on a une vocation. En effet, beaucoup d'élèves aujourd'hui, on va dire, ils hésitent à suivre des formations, on va dire, spécialisées, par peur de rater leur orientation, par peur de choisir un mauvais parcours, et se dirigent plus vers, on va dire, vers des métiers classiques comme la médecine, le droit, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment savoir qu'on a une vocation propre à nous et qu'on ne va pas rater notre orientation? Merci. Merci beaucoup, Adèle, pour votre question, une question pertinente. Sur la droite. السلام عليكم. والسؤال يعني الأستاذ ما مدى مصداقية الصحافة أو ما كانتها اليوم يعني ولا يخفى عليكم أنتم من بيئة هذه الصحافة ما يمارس من تضخيم ويعني يمكن القول أيضا التحريف في أصحاب تعبير وهل هذا يؤثر على مهنة الصحفي ككل؟ Et aussi, je vais poser une question à M. Benani. Dans quelle mesure l'éditeur peut influencer le succès et peut avoir un impact sur le succès d'une œuvre? Aussi, comme vous êtes un éditeur nommé, je voudrais bien savoir les critères qu'une œuvre doit satisfaire pour être adoptée par un éditeur. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa. Je veux bien poser une question à monsieur l'architecte à propos des conditions d'études de l'ingénierie, des cycles d'ingénierie en général en France, conditions de travail aussi. Parce que j'aimerais bien étudier l'aéronautique en Allemagne et je veux bien savoir comment ça marche en Europe en général, si c'est possible. Bien, d'accord. Juste derrière vous, il y a deux basés qui avaient levé le bras juste avant, voilà. Merci, et ce sera la dernière après. السلام عليكم. أريد أن أشكر سيدات الحضور وأسياد الحضور. أريد أن أسأل الصحفي أستاذ خالد الحوري، هل يمكن أن تكون فتاة تدرس علوم فيزيائية وأن تتوجه إلى الصحافة؟ وإلى متى ستظل الصحافة كالصحافة القديمة؟ وهل يمكن الاعتماد عليها من هنا إلى الأمام؟ شكرا. On va passer aux réponses, après on vous donnera l'occasion d'intervenir. Je pense que c'est joli, vous avez pas mal de questions par rapport à la procédure, l'intégration, la perspective par rapport aux écoles, et ensuite cette orientation, commencer en physique, finir en journalisme, par rapport à la spécialisation. Ensuite il y a les métiers mercantiles, on en parlait, c'est plutôt vous, des métiers mercantiles, les métiers payants, on le savait. Et c'est pour cette raison que les séries littéraires sont en disparition. Et puis, pour passer justement la question des études, des difficultés, des conditions justement d'études par rapport à ce métier. On commence par ces شكرا. بالنسبه لولوج معاهد الصحافه، ولوج معاهد الصحافه سواء الحكومي بالرباط او المعاهد الخاصه اللي كاين في كل دار البيضاء، مراكش، الرباط، طنجة، يعني يكفي الحصول على البكالوريا زائد امتحان الولوج. هناك 3 سنوات تخرج. بالنسبة لكلنا على أن الصحافة كتبت لكم في الأول مداخلة أن الصحافة المكتوبة ستنقرض بعد 15-20 سنة، هذا جل ما يكتب. لكن هناك الصحافة المرئية وهناك الصحافة الورقية وهناك الصحافة المرئية والصحافة المسموعة. بالإضافة حتى في الصحافة كاين مجموعة ديال لي برونش، ثانية كاين مثلا التواصل، لا كومينيكاسيون. لا كومينيكاسيون ما يمكنش تحيد، امبوسيبل. الصحفي ممكن يدير لا كومينيكاسيون غير لا كوم، كيدير التجارة، يعني مسؤول على القسم التجاري داخل المؤسسة الإعلامية أو داخل أي مؤسسة. يعني في بنيات المؤسسات الملتي ناسيونال إلا ما عندكش شارجي كوم ما يمكنش امبوسيبل. وهذا كاين خصاص كبير في المغرب، كنلقاو دي شارجي كومينيكاسيون كيجيبوهم من فرنسا، من بلجيكا. Les cellules de crise, pour les produits, pour l'image d'entreprise essentiellement. Bien sûr. هذا ولو كان عندك صحفيين، كاين دابا صحفيين وحتى على مستوى الوزارات ما كاينش شي وزاره ما فيهاش قسم ديال التواصل. يعني هنا الاشكال ماشي كنقول ان راه كاينه ازمه، راه ما كاينش كفاءات.
عندما اتكلم فاني اتكلم عن الكفاءات، حتى ملي غادي ونسكونفيرتي من الصحافه الورقيه الالكترونيه الجرايد الالكترونيه، انا ما غادي نكونش شنو غيوقع، ما غنبقاش نقول سو بابي. يعني ممكن غنكون اكثر رؤيه واكثر وضوح في العمل، لان غتكون عندي السرعه، ما كنتسناش ان حتى غنطبع الوراق وغادي يخرج من المطبعه ويتوزع، لا، ديجيتال سور بلاص كتمشي عند المقالات. يعني غادي يتطلب وقت اكثر والتدقيق خوفا من ان اسقط في المحظور. المحظور شنو هو؟ هو نطيح في الخطا. لان شنو كيطلب منك مثلا في الصحافه الالكترونيه، مثلا كل ساعه ونص ولا كل ساعه خصنا نهبط مقال. يعني خصنا نتفقوا اشنا هو هذا المقال، شنو هي الاخلاقيات، شنو هو الحد الادنى بما خصني نتصل بما كذا. يعني كتطلب مجموعه ديال المعطيات خصها توفر في الصحفي وتوفر في المؤسسه الصحفيه. بالنسبه للسؤال الثاني، مصداقيه الصحافه ومكانتها في التضخم ديال الاخبار. كل مؤسسه وعندها خط تحريري. كاين المؤسسات اللي كتعتمد على تدخين الاخبار ونشر الاخبار، ماشي غير في المغرب، حتى في انجلترا، حتى في فرنسا. كاين كل صحافه وشنو هو التوجه ديالها، وكل صحيفه شنو هو التوجه. يعني والصحيفه اقتصاديه، صحيفه اجتماعيه، صحيفه الهدف ديالها الاثاره، او ما يسمى حتى في المغرب صحافه الرصيف وفي العالم العربي. يعني اشنو بغينا كمؤسسه. يعني صاحب المؤسسه في اطار الصحافه المستقله الان، الصحافه المستقله هي اللي كاينه. الصحافه الحزبيه تعلمون انها وصلت الى الحضيض، ماشي غير في المغرب وانما في العالم كله، لان الصحافه هي قائمه على الاشهار، وكل ما كان الاشهار يمكن الصحافه تمشي، لما كانش الاشهار الصحافه كتموت. يعني هذه المعطيات كلها في كاينه القوه ديال الصحفي ولا ديال المؤسسه، ماشي في الصحفي. الصحفي كيدير انفستيغاسيون يقدر يخدم، لكن الخط التحريري ديال المؤسسه هو المحدد الاول والاخير للعمل الصحفي. بالنسبه للسؤال الثالث، قالت واحد الزميله، هل يمكن ان اتحول من طالب الفيزياء الى ممكن بكل بساطه. كنقول لك بالنسبه للصحافه هي فن وصنعه. يعني نجي من الشعبه العلميه ما كاينش اشكال، كاين بزاف الصحفيين والصحفيات كلهم جاوا شعب علميه وناجحين، وكاين صحفيين كبار لا في المغرب ولا في فرنسا ولا في انجلترا ولا في الدول الشرق الاوسط، كلهم جاوا من قطاعات اخرى غير الاداب وغير الحقوق وناجحين في المهنه ديالهم. لكن نقول لكم دائما زاد الصحفي هي القراءه. الزاد الصحفي اللي يمكن يقوي به هي القراءه ولا شيء غير القراءه. وشكرا. Merci beaucoup. Alors justement, comme matière première, et vous aurez l'occasion d'intervenir quelques secondes, il n'est pas urgent de commencer journaliste pour ensuite briller dans ce domaine. Il est aussi possible d'être bon dans le domaine justement du marketing, dans le domaine scientifique, dans le domaine économique, dans le domaine du bâtiment, et ensuite d'écrire, hein, c'est souvent le cas. Et c'est vrai que comme Céline le rappelle, la base, le fondement, le socle reste votre capacité à lire et à votre adoption de la lecture. À vous pour la suite des réponses. Je dirais tout simplement, au départ, je crois qu'il n'y a pas une vocation particulière pour les éditeurs. Je crois qu'il faut effectivement être un peu animé, à aimer la culture générale de manière générale. Aimer la lecture pour lire un peu, lire au moins un peu au début, après on lit beaucoup, mais on peut avoir une formation quelconque et terminer en éditeur. Dans les éditeurs que je rencontre, notamment à l'étranger, souvent il y a je trouve des anciens polytechniciens, je trouve des anciens ingénieurs de centrale, des mines, etc., qui terminent dans l'édition parce que ça leur apporte un certain confort interne, ça leur apporte un certain repos, etc. Donc il n'y a pas forcément, je crois qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, il y a des formations spéciales après le bac qui permettent au métier d'éditeur. Mais c'est assez récent, ça existe un peu dans tous les pays d'Europe, parce qu'on se rend compte qu'il y a un métier à développer. Il y a une filière à développer qui est la filière du livre, qui est la filière de la culture. On parle de plus en plus d'industrie culturelle. Donc il y a de plus en plus de possibilités dans ce domaine qui est pour l'instant relativement vierge.
Il y a des possibilités. Il n'y a pas une vocation nécessaire, mais il y a, ou indispensable au départ, mais il est certain qu'on finit par l'acquérir. Hein, on finit par être passionné par ça, on finit par y penser sans arrêt, parce qu'on est sans arrêt dans les textes, on est sans arrêt en contact avec l'auteur, on est sans arrêt en train de revoir des choses, on est sans arrêt en train de se poser des questions, on est sans arrêt en face du public qui apprécie pas un livre, qui discute tel livre et tel livre. Donc, et finalement, la vocation finit par arriver, finit par être là, présente. La deuxième question, il y avait une autre question sur le choix des auteurs ou des textes. Alors là encore, je vais dire, ça dépend un petit peu, chaque maison a ses idées ou ses principes, etc. Mais chez nous, par exemple, moi, je privilégie des textes qui vont apporter quelque chose au lecteur, qui vont enrichir. Il y a la lecture un petit peu d'évasion, ou lorsque on lit, je dis toujours que c'est le livre, c'est réellement le meilleur médicament possible. Le meilleur médicament possible. Vous pouvez vous passer tous les médicaments, mais vous ne pouvez pas vous passer de lecture. Parce qu'il vous fait tout oublier autour de vous. Un livre, lorsque vous vous accrochez, lorsque vous voyagez avec ce livre, vous oubliez tout. Et je conseille souvent à des amis qui sont proches, qui souffrent de tel ou tel mot, tel ceci, je leur conseille toujours de la lecture. La lecture est la musique, je terminerai là-dessus. Mais sachez une chose, vraiment, ça peut guérir de beaucoup de choses, ça peut vous apporter beaucoup de choses. Donc il y a la lecture qui est une évasion. Et là, lorsqu'on lit un texte qui nous prend, et lorsqu'on ne lâche pas jusqu'au matin, si je puis dire, bon, on dit ok, c'est bon. L'éditeur est en quelque sorte le premier lecteur. Donc si ça me plaît, ça peut me faire un petit peu aux autres. Donc je le retiens. Il y a le deuxième type de livre qu'on retient souvent, c'est le livre qui apporte des choses au lecteur, qui va l'enrichir en termes de connaissances, en termes, par exemple, il y a eu des années de blanc, il n'y avait rien sur l'histoire du Maroc, etc. Il y a très peu de choses encore sur l'histoire du Maroc. Mais lorsque vous apportez quelque chose sur l'histoire du Maroc dont on n'a pas parlé, je vais vous dire une chose, le livre qui a été le plus vendu au Maroc, il s'appelle Tazbaba, tout simplement. Parce que lorsqu'on a sorti, les jeunes comme vous disaient quoi? Ça existait dans notre pays. Ben, on a appris quelque chose aux gens, on a appris quelque chose à la population, et Tazbaba a fait son chemin, il est arrivé aujourd'hui à 100 000 exemplaires. Pourquoi? Tout simplement parce que on a dit, ça ne doit plus exister. Et ça, c'est aussi le rôle de l'éditeur, de dire un certain nombre de choses qui n'ont pas été dites. Bon, il fallait le dire, on l'a dit, et ça a été bien reçu, Aujourd'hui encore, on continue à le voir parce qu'on apporte quelque chose, le lecteur a besoin d'apprendre quelque chose à travers ce qu'il dit. Il a besoin aussi de sentir, d'apprendre, de s'enrichir encore une fois lorsqu'il dit quelque chose. Je pense avoir répondu. Merci, M. Moutassel. Je prends votre réponse aux questions de nos élèves. Il y a eu la question de nos camarades. Je suis désolé, je n'ai pas fait des études d'aéronautique, donc je ne pourrais pas vous répondre sur ce point-là. Après, bon, je suppose que il y a une façon d'étudier en Europe qui est généralisée à toutes les branches. Vous avez 3 ans de licence et 2 ans de master qui sont ponctués par des stages à effectuer. Voilà. Après, la deuxième question, je voulais répondre au sujet de la vocation. Oui. Donc moi, je ne crois pas que la vocation est innée. J'y crois pas du tout. Quand vous êtes né, c'est quelque chose qui se travaille, qui se découvre au fil de vos expériences, au fil de votre vie. Et comment le découvrir, c'est en essayant des choses, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de découvrir votre vocation à 18 ans. Vous pouvez la découvrir plus tard. Et la vie n'est pas une course, par exemple. Ça aussi, je peux vous le dire. Maintenant, vous êtes jeune, vous ne savez pas forcément ce que vous allez faire dans l'avenir. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez 10, 12 ans, 15 ans devant vous pour changer d'avis, pour essayer autre chose. Si ce que vous avez choisi aujourd'hui ne vous plaît pas, il ne faut pas être stressé par ça. Les études permettent des passerelles vers d'autres disciplines. Si vous faites une licence en quelque chose, vous aurez des passerelles pour changer de discipline si ça ne vous plaît pas ou si vous découvrez quelque chose d'autre qui vous parlerait plus. Merci en tout cas pour ces réponses, pour cet éclaircissement concernant les vocations, les métiers, éventuellement aussi les méthodes et les procédures d'inscription. On va prendre un autre lot de questions, si vous voulez bien. Oui, sur la gauche, demoiselle qui lève
toi. Bon après-midi, je m'appelle Mohamed, j'étudie dans l'école Moulbani. J'ai une question pour... est-ce que la littérature peut garantir une vie confortable et un bon salaire? Est-ce qu'on peut choisir notre passion d'écriture comme un métier qu'on ne va pas regretter? Et merci. Bon, je m'appelle Kenza Jamil, terminale PC. Ma question est pour M. Abdelwahed. Qu'est-ce qu'un élève passionné par l'architecture peut faire pour avoir ce profil idéal à cette spécialité? Parce que personnellement, j'aimerais bien exprimer mes idées et mes visions, mais puisque je ne suis pas douée et je dessine très mal, ou bien très mauvais, je doute que j'ai cette... je doute vraiment que je serai vraiment brillante dans ce domaine, comme je le souhaite. Et merci. Alors bonjour à tous, je m'appelle Rita Chido, je suis en terminale PC. Alors j'ai deux questions. La première est adressée à vous tous en tant que personnes qui avaient réussi et avaient trouvé des domaines qui vous intéressent, votre vocation en d'autres mots. Alors j'aimerais savoir comment peut-on trouver sa passion tout en étant intéressé par différents domaines. C'est-à-dire que je suis intéressée par plus de choses différentes et j'aimerais bien savoir comment je peux me trouver ma passion, ma vocation, en quelque sorte. Ça converge un peu vers la question de mon ami précédemment. Et j'ai une autre question. Quel genre de livres pouvons-nous lire pour se cultiver niveau culture générale? Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Salah Din Belaïdi. Je suis venu de lycée Abdelrahman Le Crochet. Je voudrais connaître quels sont les domaines que je vais suivre pour être un directeur général du monde. Merci. Bonjour, je m'appelle Abdelhaq. Vous avez tous presque parlé de l'importance de la lecture, mais est-ce que vous pensez vraiment que la lecture peut continuer à exister parce qu'on voit que la vie actuelle ou même le système éducatif nous rend bordés. On n'a pas une liberté d'étudier, de lire actuellement. Par rapport à l'emploi. Même par rapport au système d'école actuel, surtout pour ceux qui font des branches scientifiques. Pas assez de temps. Il n'y a pas assez de livres, Non, assez de temps. Assez de temps pour lire. Ah oui, ça c'est oui, la faudra qu'on écrive une lettre à Monsieur le Ministre pour qu'il puisse revoir les programmes. Effectivement, vous avez raison, parce que vous avez raison de déplorer effectivement le système éducatif n'étant pas capable de pouvoir offrir autant de temps. Et vous avez raison. Nous avons noté une question, on passe à la question suivante, s'il vous plaît, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle je m'adresse à Monsieur l'architecte. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'une personne en tant qu'architecte doit posséder des critères spécifiques? Premièrement, est-ce qu'il doit posséder un don en ce qui concerne le dessin, ou bien elle peut l'améliorer avec le temps? Deuxièmement, est-ce que la personne doit posséder une créativité, une vision spécifique en ce qui concerne le monde, pour garantir un milieu durant lequel ils peuvent vivre d'humanité? Je m'appelle Anas Soubaï, je suis en terminale économie et j'ai une question. Comment vous avez pu choisir entre la passion et les études? Car parfois, les parents décident à la place de leurs enfants ou influencent leur choix vers la rémunération facile et avoir un diplôme que de poursuivre ses rêves et ses passions et pouvoir réussir avec. Merci. Bien, merci. Alors, on va peut-être donner la parole à M. Montassé, parce qu'il y a pas mal de questions sur l'architecture. Et ensuite, on prendra au choix, selon votre souhait, une intervention des invités. Merci. Il y a eu deux questions qui sont un peu similaires sur comment devenir architecte, quels sont les critères qu'il faut avoir. Je pense qu'il n'y a pas de critères à avoir. Le dessin, c'est effectivement très important parce que c'est l'outil principal pour pouvoir exprimer ses idées. Mais ça, c'est comme la musique, c'est comme un instrument de musique, c'est comme n'importe quoi, ça s'apprend, ça se travaille. Moi, quand j'ai commencé mes études d'architecture, je ne savais pas forcément dessiner d'une manière extraordinaire. Je savais tracer quelques traits.
Mais justement, faut-il préciser, est-ce que c'est un dessin artistique ou dessin carré, effectivement, qu'on apprend? Parce que je pense que les élèves parlent de passion à l'origine ou de choses presque innées, de savoir dessiner, parce qu'auquel don, justement, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un don? Non, est-ce qu'on peut travailler le dessin après études? Pas ça, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui se travaille. Vous serez obligé, si vous devenez architecte, vous serez obligé de dessiner. Mais ça se travaille, il ne faut pas avoir peur. Vous pouvez vous exercer dès maintenant, vous dessinez n'importe quoi, ce que vous voyez, la salle dans laquelle vous êtes, l'objet que vous avez devant vous, vous dessinez le verre, c'est quelque chose qui se travaille. Maintenant, le plus important pour devenir architecte, c'est comme les autres métiers aussi, la littérature, etc., c'est d'avoir de l'imagination. C'est ça le plus important. L'imagination aussi, ça se travaille en lisant, en se cultivant, en regardant des films, en allant au musée, en allant voir des pièces de théâtre. Voilà. Merci. Cyril, justement, il y avait une question sur le regret de choisir tel métier parce qu'il y aurait moins de rémunération. Ce sera la même question pour celui-ci. ما خصناش نربطوا دائما المهنه بالتعويض او بالماده. راه ما يمكنش نجمعوا ما بين ما هو مادي وما هو معنوي. المهنه ملي كنشتغل ما كنختار اي مهنه اختارته. الان انتم في مفترق الطرق. ممكن تختاروا هذه المهنه، ممكن تختاروا هذا الاتجاه اللي غيوصلكم لهذه المهنه. التعويض في المهنه هو تعويض معنوي الشخص وتعويض مادي ما يتقاضاه الاجير على العمل الذي يقوم به. ما نقولش انا غادي نكون خصني نقلب على مهنه نربح فيها الفلوس بزاف. الاصل ما خصك باش تعيش، ولكن ملي ما تربطش العمل ديالك ما ستقاضاه. الاجر ما عمره كان عنده قيمه لواحد العمل اللي كتقوم به، لان ملي كنكتب انا مثلا ولا كيكتب اي صحفي ولا كيكتشف اي واحد في الصحافه الاستقصائيه كيدير جنس من الاجناس الصحفيه، مثلا التحقيق كيكتشف واحد العمل كبير ولا كيكتشف واحد الفساد ولا واحد المؤسسه فيها يعني فيها مجموعه ديال لي زروماني، ماشي تعويض كناخذ ميساتو كتابوي، يعني كيكون هذاك تعويض معنوي. اما الاجر هو الذي اتقاضاه. يعني الا كنتو تفكروا دابا بهذا المنطق ديال الفلوس واش غتشدوا هذا راكم غلطتوا. راه اي واحد كيفكر للاسف الشديد ان السواد الاعظم ديال الطلبه في المستوى ديالكم كيفكر في الفلوس. وصافي توخ غالطين على وهذا هو السبب ديال انكم ما تنجحوش. اللي كيفكر بهذا المنطق ما غينجحش. يفكر يجمع الفلوس بلا ما تقراو، سيروا ديروا شي حرفه اخرى. انا نقولها لكم، القرايه كتعطيك الكفاف والعفاف، يعني الحد الادنى باش تعيش. باغي ديروا الفلوس سيروا قلبوا شي حرفه اخرى ديروها. نكون واضح معكم، الفلوس ما كايناش في القرايه، المنطق اللي كتفكروا فيه. اللي كيدير الفلوس كيمشي يقلب على التجاره. اما باش كدير تكون صحفي ولا تكون اديب ولا روائي ولا مهندس ولا اي حاجه ما كتقلبش على الفلوس، كتقلب باش تقنع واحد المجموعه ديال عندك انت كدير سي لا باسيونس. شنو كدير انت، شنو باغي دير، شنو الخدمه اللي غنعطي للناس. طبيعي يقدر واحد يكون يموت غادي يعيش، الاعمار بيد الله. واش غنقولوا خصو يعطي؟ رغم ان هذه المهن كلها اصبحت ماديه بشكل متوحش، لكن في الاصل ديالها سمو المهنه اكثر من الماده ديالها. وشكرا. Merci. Justement, si Khalid Houri insiste sur le caractère d'une forme de, comment dire, d'appétit et de nourriture presque spirituelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement l'argent derrière lequel on va courir. Ne cherchez pas des métiers qui vont rapporter, ou en tout cas ne cherchez pas, entre guillemets, l'enrichissement pur et dur, parce que si c'est le cas, ça n'est pas dans ce domaine-là. Il faut passer par la phase de la passion, aimer ce qu'on fait, et après ça va venir tout seul. Je pense que c'est pas une question de, comme l'a dit votre camarade qui veut directement être directeur de banque générale. Oui, c'est possible, mais bon, il faudra aussi passer par des paliers, il faudra passer par aussi beaucoup disons, de paliers professionnels. Je crois qu'à votre niveau, voir naître une vocation
développer un amour vers quelque chose ou pour quelque chose, c'est fondamental. Parce que vous savez, la plupart des personnes que l'on rencontre des fois, qui sont adultes et qui travaillent, souffrent d'une forme de déprime. Ces personnes sont tristes, elles sont tristes. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas épanouies dans ce qu'elles font, c'est une routine. N'oubliez pas que quand on commence un métier, écoutez, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas en sortir, très souvent c'est difficile. Comme nous avons hérité d'un système français, il y a une très faible mobilité professionnelle. Quand on démarre postier, beaucoup de postiers ont fini postier à 60 ans. Par contre, la mobilité existe auprès des Américains qui, eux, ont un esprit de changement. Il peut être infirmier, puis après metteur en scène, après peut-être intervenir dans le commerce. Il y a cette folie aussi. Et cette folie-là, on l'acquiert avec votre formation, avec votre folie de maintenant, parce que vous avez entre 17 et 18 ans, c'est l'âge de la folie, c'est l'âge des expériences. Et j'avais rencontré une personne qui m'a dit, je pense que vous le connaissez, c'est Mustafa Hadji, c'est un ancien footballeur marocain, qui a dit une phrase intéressante. Il a dit, moi, quand je lui ai posé la question, Monsieur Hadji, quelle a été votre plus mauvaise défaite? Il m'a dit, moi, soit je gagne, soit j'apprends. Et j'ai beaucoup apprécié cette réponse. À vous, Monsieur Michel, pour le côté mercantile du... Je ne peux qu'aller dans le sens de ce qui a été dit. À la limite, je le dirais en français, mais c'est ce qui a été dit en arabe. C'est-à-dire, il n'y a pas que le compte en banque, il y a une richesse spirituelle qui est importante. Lorsque Edmond Charlot a créé sa librairie en Algérie, qui a marqué le temps réellement, qui a marqué l'Algérie, dont on parle encore aujourd'hui, c'était en 1940, il l'a appelé les vraies richesses. Parce qu'effectivement, les vraies richesses sont beaucoup plus spirituelles, c'est être moi-même, être en forme. Même si j'ai un compte en banque bien garni et que je suis pas bien, à quoi ça va me servir? Donc, je préfère avoir de sous et être plutôt bien, en forme, être en phase avec ce que je fais. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est vraiment comment être en phase avec ce qu'on fait. Et on est par exemple aux États-Unis, pour ne pas vous effrayer, les Américains changent de métier tous les 5 ans. Tous les 5 ans, on change de métier. Donc c'est pas grave. Au bout de 5 ans, 6 ans, 2 fois 10 ans, etc. J'ai des amis américains, chaque fois que je les vois, ils ont changé de métier. Donc on change régulièrement. Mais on change parce que, non pas parce qu'on cherche à grandir, à élargir le compte en banque, on cherche parce qu'on change parce qu'on veut être bien avec soi-même. Donc je crois que c'est surtout ça qui est fondamental, c'est comment être bien avec soi-même, comment être en phase avec soi-même, avec ses aspirations, avec ce qu'on veut faire, avec ce qu'on apporte aux autres, etc. Donc c'est un peu ce qui a été dit en arabe, que je dis en français. Maintenant, il y a eu une deuxième question. Tout d'abord, je vous félicite pour la pertinence de vos questions. Vos questions sont tellement pertinentes que je me dis, vous finirez par trouver obligatoirement le chemin, la voie, etc. que vous souhaitez faire. Et ça, c'est sûr parce que vous posez de vraies, de bonnes questions. On n'a entendu que ça depuis le début. Sur une question concernant la littérature, est-ce qu'elle peut faire vivre? D'abord, la littérature est une chose. L'édition, c'est-à-dire la littérature en tant qu'écrivain. Il y a des écrivains qui vont, pas ici, hein, on ne s'inquiète pas, c'est ailleurs, qui vendent par millions d'exemplaires. Un livre, quand il est vendu à des millions d'exemplaires, c'est sûr que ça fait vivre l'auteur et sa progéniture par la suite, etc. Donc il y a Douglas Kennedy, etc., d'autres qui vendent, chaque fois qu'ils sortent un roman, ils le vendent à 8 millions d'exemplaires, 10 millions d'exemplaires. Ça rapporte l'auteur, il est payé par le nombre d'exemplaires vendus, en droit à un pourcentage sur le nombre d'exemplaires vendus. Il y a également les ventes des cessions de droit, c'est-à-dire que lorsque vous sortez un livre qui est traduit en 40 ou 50 de langues, là vous touchez de l'argent. Vous avez des auteurs qui sont morts il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais qui continuent à percevoir, enfin leurs héritiers continuent à percevoir leurs droits, parce que prenez un Jean Genet qui a beaucoup vécu au Maroc, qui était un Marocain, presque de cœur, j'ai beaucoup connu. Il continue, enfin, ses héritiers continuent à percevoir des droits, parce que ces pièces de théâtre continuent à être jouées. Donc, au fur et à mesure, on a 70 ans, hein, pendant 70 ans, on a les droits, tous les droits qui rentrent. Donc, il y a certains auteurs qui vivent par leur écriture, ce qui n'est pas le cas du tout pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout au Maroc. Au Maroc, lorsqu'un auteur vend 1000 exemplaires, 2000 exemplaires, ça lui suffit, peut-être même
suis pas pour acheter des cigarettes, mais on peut y venir. On peut y venir. Moi, j'ai un auteur qui a vécu pendant pratiquement 10 ans avec ses droits d'auteur que je lui servais. Donc, on peut y venir. Alors, il y avait une autre question sur qu'est-ce qu'on peut lire. Enfin, oui, j'ai deux questions. Je t'invite peut-être par là. Sur ce qu'on peut... Moi, je vous conseille d'abord de lire un peu. C'est très triste, c'est désolant pour nous lorsqu'on rencontre des jeunes qui ne savent pas vous citer un seul auteur marocain. On commence par lire, nos compatriotes, par lire. Nous, on est un Nédali, lisez un Nédali, lisez un Mahibin Bin qui a écrit des livres très bien, lisez des femmes comme Fatima Mnissi. C'est triste de constater qu'une femme comme Fatima Mnissi qui a beaucoup produit, qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup fait, et pour le pays, parce qu'elle s'est battue pour les droits des femmes, etc. C'est triste de voir qu'il y a des jeunes qui la connaissent pas. Moi, j'ai rencontré des tas de jeunes qui n'avaient rien lu de Fatima Mnissi, etc. Donc, lisez au moins, commencez par lire. Maintenant, on peut lire. Je dirais à la limite qu'on lise n'importe quoi. L'essentiel, c'est de lire. Certain. En tout cas, merci beaucoup pour le tour de table. On va effectivement prendre un dernier lot de questions. Il nous reste 2-3 minutes. Un dernier lot de questions, peut-être 2 ou 3 questions, et puis après, passer à la table ronde numéro 3. Oui, mademoiselle, allez-y. Donc ma question reposerait en fait sur la procédure, le processus pour réussir. Est-ce que vous jugez que c'est important de prendre des risques, c'est-à-dire ne pas se reposer sur ses acquis, ne pas se reposer sur ce qu'on sait? Est-ce que c'est important à votre avis pour accéder à une forme de réussite? Parce que la plupart d'entre nous aimeraient vraiment rester dans tout ce qui nous met à l'aise, tout ce qui ne nous pousse pas à nous confronter à de nouvelles choses. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est indispensable de prendre des risques pour réussir? Merci. Bonjour, je m'appelle Rim, je suis en terminale S au lycée Lyon Africain. Et je voulais vous dire que par rapport à ce que vous avez dit, monsieur l'écrivain et journaliste, vous avez dit que les Américains, chaque 5-6 ans, ils tentaient de nouvelles carrières, etc. Mais c'est assez difficile et je trouve ça pas très correct de le dire à des élèves qui ont à peine 17-18 ans, qui essaient de chercher leur chemin, parce qu'on cherche tous en quelque sorte une sorte de stabilité sociale et une rémunération, etc. Et on ne cherche pas forcément à se découvrir pendant 5-6 ans et changer de carrière pendant toutes ces années. Merci. Quels sont les critères du livre ou les genres de livres qui attirent plus le lecteur? Merci. Bonsoir, je m'appelle Maïtara et je suis en classe de deuxième année sciences maths BIOF. Et vous avez parlé de la passion de faire les choses. Et je pense que beaucoup d'enfants en salle sont très passionnés par la littérature. Moi, en tout cas, je suis très passionné par la littérature. Sauf que j'ai remarqué dès la fin du collège, et quand il fallait choisir nos branches, soit scientifique ou littérature, alors j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de classification par ordre d'importance, c'est-à-dire que j'ai remarqué que les sciences maths étaient dans le haut du classement, et que c'est-à-dire les élites étaient des sciences maths, et puis on procédait par hiérarchie. Et donc, même si j'étais passionné par la littérature, au dépit de ma passion, j'ai choisi sciences maths parce que j'ai remarqué que c'était là où je connaîtrais le plus de stimuli intellectuels. C'est-à-dire, je suis très curieux et je veux savoir, est-ce que, après avoir fait sciences maths, est-ce que, remarquant le bas niveau que je remarque que connaissent ces branches littéraires, c'est tous des gens qui n'ont pas réussi en sciences et qui se sont retrouvés en littérature. Alors, est-ce que, étant très passionné par la littérature et les sciences, est-ce que je peux arriver c'est-à-dire poursuivre ma passion en littérature? Salam alaikum, je m'appelle Soumaïa, je suis du lycée Khadija Oumoumi. Je tiens premièrement à vous remercier d'être présent avec nous, de nous avoir prêté ce coup de main en quelque sorte. Ma question ne serait pas sincèrement sur l'orientation, mais à propos de l'architecture. On voit souvent au Maroc le même aspect géométrique des immeubles et des établissements.
Est-ce qu'une question de manque de compétences ou bien de formation, c'est pas une idéologie? C'est ma question. Merci. Ma question serait pour M. Benani. Est-ce qu'un élève ou bien un étudiant passionné par l'écriture ayant BPU, ces œuvres peuvent être éditées par une maison d'édition? Et si oui, quelle est la procédure qu'il faut suivre à cet étudiant? Merci. Bien, merci. Alors bonjour, je m'appelle Yasmine Fawzi, je suis en deuxième année bac sciences physiques. Alors s'il vous plaît, en ce qui concerne le domaine d'architecture, je voudrais plus, s'il vous plaît, quelques détails sur le marché d'emploi, puisque j'ai lu quelques témoignages qui disent qu'un architecte ne trouve pas facilement un métier plus tard après ses études. Et même si je suis quand même intéressée par le domaine, je sais très bien dessiner et tout, mais plusieurs gens m'ont déconseillé de faire ce domaine à cause du marché d'emploi qui est... Bien, merci beaucoup. Alors, juste quelques points pour résumer ce qui a été posé comme question. La zone de confort par rapport aux élèves, est-ce qu'on doit forcer son destin? Est-ce qu'on doit sortir de cette zone de facilité? Ensuite, beaucoup de questions sont revenues concernant la rémunération. Le camarade effectivement du fond de la salle, la rémunération finalement, est-ce qu'on ne doit pas aller vers la rémunération, mais beaucoup plus vers une forme de nourriture spirituelle ou en tout cas intellectuelle, même si je crois qu'il y a eu une confusion parce qu'aucun des invités n'a dit qu'il fallait devenir pauvre, c'est peut-être pas ça, mais ils vont se justifier. Ce qu'on disait, c'était surtout aller vers un domaine de passion qui vous ouvrirait progressivement justement l'appétit vers d'autres métiers ou vers d'autres niveaux quelque part sociaux. Mais ils vont répondre à la question. Ensuite, les éditions, il y a des jeunes qui voudraient éditer, donc ça c'est directement adressé à vous, M. Riche, c'est vraiment du travail. Et puis enfin, le recrutement difficile au niveau des architectes. Est-ce qu'après un diplôme d'architecte, on risque justement de voir sa carrière s'effondrer? Allez-y. Alors effectivement, il y a de plus en plus d'architectes au Maroc et même en Europe. Et je ne vais pas vous mentir, hein, c'est difficile. Les premières années après le diplôme, moi par exemple, en France, j'ai mis 6 mois avant d'avoir la première chance de trouver un travail. Mais bon, maintenant, les débouchés aussi de ce métier se diversifient. Quand on est diplômé d'architecture, ce n'est pas forcément pour travailler souvent son propre compte. Maintenant, on peut travailler dans la promotion immobilière, on peut travailler pour l'État, il y a beaucoup de débouchés, il y a des spécialisations aussi que vous pouvez faire, etc. Mais bon, je ne vais pas vous mentir, au début c'est difficile. Mais dès qu'on a une première chance, que vous aurez tôt ou tard, et qu'on commence à avoir un peu d'expérience, ça se facilite pour vous. Merci beaucoup, c'est Khalid Kholi. Par rapport à certains points qui ont été évoqués par rapport aux questions notamment de cette zone de confort. Est-ce qu'on doit accepter des difficultés au départ? Est-ce qu'on doit oser fouiller d'autres domaines, plusieurs domaines? Quelle serait la caractéristique, l'ADN de ce jeune étudiant? هو يعني في الواقع كما قلت في الاول السؤال دائما يطرح ما يمكنش غتكون التوجه ديالكم هذا السنه يكون حاسم في حياتكم تقدروا هذه السنه ما يكون التوجه حتى بعد 3 سنين تاخذ الاجازه ديالك وتاخذ كذا ويبان لك توجه اخر راه الان الاختيار هو ما يمكنش نقولوا ان الاختيار مصيري او ان الاختيار ستتوقف عنه حياه الطالب او الطالبه الاختيار مبدئي ممكن تمشي دابا في واحد المسار من بعد 3 سنين 4 سنين تمشي لمسار اخر ماشي نهايه العالم غتكون غير بدايه الاخر. انا كنصحكم الاخطاء ماشي اخطاء في الاختيار، الضعف ديال الطالب هو الضعف في التكوين ديالو. اما يختار هاد الشعبه ولا هاد التوجه ولا هاد الاتجاه مساله عاديه، لكن المساله المصيريه شنو الباكاج اللي عند هاد الطالب؟ واش عنده زاد ولا ما عندوش؟ زاده يتمثل في العلم، يتمثل في المعلومه اللي عنده، في الثقافه العامه ديال الطالب. لان الناس الان راه ما بقاش التشغيل بالشهادات، راه ولا التشغيل بالكفاءات. ما نمشيوش اشنو عندك الباكاج ديالك؟ ماشي بوف
مهندس ولا طبيب ولا محامي ولا شنو القوه ديالك، شنو واش قادر تبدع. لان الان راه مابقاش المغرب ديال السبعينات، الحمد لله حنا كثار بزاف، الحمد لله الناس عندهم الشهادات. شوف في البكالوريا شحال واحد كينجح، شحال واحد في الاجازه، شحال واحد في كليه الطب، شحال واحد في كليه الهندسه. يعني الان ولا صعيب نلقى فين تشتغل، يعني اللي كيشتغلوا بالكفاءات. اما حامل الشهادات فلا، يعني ما يمكنش اي واحد عنده شهاده يخدم. ولهذا انتم الان في احسن فتره من العمر ديالكم، ما تحاولوش تمشيو في واحد الاتجاه اخر. لا خصني ننجح، خصني ندخل لافاك وندوز 3 سنين من بعد ندير ماستر من بعد. لا غلط. شنو كتبغي انت؟ وما تكونش شي واحد كيفرض عليك، لا من العائله ولا من اي واحد يفرض عليك انك تمشي في واحد التوجه. اختار التوجه اللي غتمشي فيه ودافع عليه بسيئاته وامكانياته الطيبه. لكن ان يقدم اليك شيء وتقبلك عادي، هذا هو الخطا. واللي نوصيكم عليه اكثر هو انكم تقراوا اكثر وتقراوا اكثر وتقراوا اكثر. اي حاجه قريتوها ما تندموش عليها، وفي اي لحظه تقراوا. كنأكد لكم انا عندي طلبه في الجامعه المستوى ضعيف، المستوى ديال المدرسه العموميه ضعيف وضعيف بزاف. علاش ضعيف؟ راه ماشي ضعيف حيت ان الاستاذ ضعيف ولا المناهج ضعيفه، راه حيت الطلبه ما بقاوش باغيين يقراو، حيت كيكتفيو بداك الشيء قليل، رؤوس اقلام. راه الاستاذ واخا يعطيك اللي بغيتي داخل الفصل، راه يعطيك غير رؤوس اقلام. البحث ما بعد البكالوريا راه الطالب، راه اما عندك المستوى ولا ما عندكش. ما يمكنش استاذ يرفع من المستوى ديالك. استاذ كيعطيك الخطوط العريضه ديال البحث وديال العمل، اما انت ملزم بالبحث. البحث اللي كنشوف اغلب الطلبه كيمشيو فيه، كيمشيو للبحث البسيط، كيمشيو للسي جوجل، كلشي متطوش، كيمشي لجوجل كيدير فيه كلمه كتنزل ليه كيقرا كيقول لك صافي خديت. انت كتطلب لك واحد لا ريشيرش وانت كتستخدم، مشي لجوجل جوجلتها ولا مشيت لياهو جبتها ها واش كاين فوالا، راه انت خنتي راسك، قبلتي انك تاخذ واحد الامر بسيط وهو في امر في الشموليه ديالو كيكون اكبر واكثر. ولهذا نوصيكم زادكم هو العلم والثقافه والقراءه. شكرا. Merci beaucoup. Alors, monsieur Benani, vous êtes homme de lettres, de littérature. Vous aurez le droit au bon mot, s'il vous plaît. Je conseille dans les écoles, et je crois que bon, il y a actuellement un peu une faiblesse de la lecture, parce qu'effectivement dans l'enseignement la lecture n'est pas enseignée. J'ai toujours conseillé depuis des années une demi-heure de lecture, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine de livres par exemple au début de l'année, chaque élève doit lire un livre et en parler à la classe, etc. Ça forme énormément l'individu, ça forme énormément la classe, ça crée des liens, etc. Je crois qu'il faut quand j'étais au lycée à l'époque, c'est vieux, il y avait une plus petite bibliothèque dans chaque salle de classe, etc. Et on lisait donc ça favorise la lecture, ça favorise l'épanouissement et je crois que c'est quelque chose d'important. Ensuite, je voulais dire une chose par rapport à l'intervention de Fort. Je ne conseille pas, je ne recommande pas de changer de métier chaque 5 ans, mais je dis que ça n'a strictement rien de grave de devoir changer. C'est ça, surtout ça, hein, mais c'est pas un conseil que je dis il faut changer, etc. Mais il faut chercher à s'épanouir, plus que chercher à arrondir sa fin de mois ou à agrandir un truc. Mais je voudrais terminer, parce que je crois que c'est la fin, je voudrais terminer par cette phrase de Shakespeare. Donc déjà on est au XVIe siècle. L'homme qui n'a pas de musique en lui et que ne touche pas à un cancer de doux sang est propre aux trahisons, aux stratèges et au pillage. Les mots de son esprit sont noirs comme la nuit, et ses désirs sombres. Méfiez-vous d'un tel homme. Écoutant la musique, lisant des livres. Voilà, je termine par dire qu'il faut lire, lire, lire et lire et lire toujours. Merci beaucoup. Merci.
monsieur Khalid, qui est éditeur et justement président de maison d'édition, monsieur Kahan Moutassir, qui est architecte, et monsieur Khalid Houli, qui est directeur et éditorialiste au niveau du journal Sabah. Dans quelques instants, moins d'une demi-heure, vous aurez droit à un atelier qui sera dirigé par madame Lamia Alami, qui est coach et hypnothérapeute. Et la suite, effectivement, de l'orientation se poursuit. Merci beaucoup et à très bientôt. Je suis très heureux d'avoir pu participer à cette édition organisée par le groupe El Bilia. Moi, je suis au début de ma carrière et je me suis trouvé dans l'emplacement de ces étudiants il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Et à l'époque, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir une conférence comme ça pour m'aider à m'orienter et à savoir quoi faire après mon bac, ce qui est un choix très difficile. بالنسبة لمؤسسة البيلية تؤكد على أنها رائدة ليس في التعليم ولكن حتى في صناعة العقول. اليوم تأكدنا رسميا بمناسبة السنة السابعة لهذه الأيام ديال التميز أن المؤسسة لها قدرة كبيرة على التنظيم، لها قدرة كبيرة على إيواء عدد كبير من الفعاليات، سواء من الفعاليات من المدرسة العمومية، وأن هذا التوجيه لهاد الناس كلهم كيصب في مصلحة واحدة هي رفع الجودة ديال التعليم وديال المتعلمين. شكرا وأتمنى التوفيق، كل التوفيق لمؤسسة البيلية.